L'odeur de la mort à Versailles. L'odeur de chair pourrie envahit les appartements dorés de Versailles un matin d'août 1715. Ce n'était pas un cadavre ordinaire qui se décomposait. C'était le corps encore vivant de l'homme qui s'était un jour proclamé Dieu sur terre. Louis XIV, le roi Soleil, gisait sur un lit de soie cramoisie tandis que des vers dévoraient littéralement sa jambe gangrénée. Mais ce qui hantait le plus les courtisans n'était pas la vue de la décomposition physique du monarque absolu. C'était le fait que, même avec la mort à sa porte, il continuait à exiger que tous se prosternent devant sa présence putride, insistant pour que son agonie soit transformée en spectacle public. La mégalomanie qui avait bâti le royaume le plus puissant d'Europe était devenue son propre tombeau. Ce n'était pas seulement un roi qui mourait, c'était l'implosion d'un esprit qui avait passé des décennies à construire une réalité alternative où il était le centre de l'univers, où chaque souffle de ses sujets devait être un hommage à sa grandeur. Ce que les archives historiques ont tenté de masquer pendant des siècles, les rapports médicaux et les lettres privées des courtisans le révèlent dans des détails troublants. Louis XIV n'était pas seulement un monarque autocratique. C'était un narcissique pathologique dont les troubles mentaux ont façonné non seulement la France, mais toute l'Europe, laissant une trace de dévastation psychologique qui s'étendait bien au-delà des frontières de son royaume. Lorsque Louis monta sur le trône à l'âge de 4 ans, en 1643, après la mort de son père, il n'hérita pas seulement d'une couronne. Il hérita d'une France fragmentée, menacée par des révoltes internes et encerclée par des ennemis externes. Mais il hérita aussi de quelque chose de plus sinistre, une mère, Anne d'Autriche, psychologiquement dévastée par la mort prématurée de son mari et qui projetait toutes ses attentes messianiques sur son jeune fils. Les premiers témoignages de ses tuteurs décrivent un garçon qui ne jouait pas avec des jouets ordinaires. Il jouait avec des armées de soldats de plomb, les organisant en formation militaire complexe tout en criant des ordres comme s'il commandait de véritables troupes. À 5 ans, il manifestait déjà des signes inquiétants de déconnexion de la réalité, créant des cérémonies élaborées où il forçait les autres enfants de la cour à se prosterner devant lui, non pas par jeu, mais avec un sérieux troublant. Le cardinal Mazarin, son premier ministre et mentor, comprit rapidement qu'il n'avait pas affaire à un enfant normal. Dans des lettres confidentielles au pape, il décrivait le jeune roi comme possédant une soif anormale d'adoration et une incapacité à distinguer la personne de la divinité. Mazarin, homme pragmatique et expérimenté, avait servi plusieurs monarques, mais n'avait jamais rencontré quelqu'un qui, à 7 ans, exigeait que ses paroles soient consignées par des scribes comme s'il s'agissait de révélations divines. Le jeune roi ne croyait pas seulement être spécial, il croyait être surnaturel. Les conséquences de cette dynamique pathologique s'étendaient bien au-delà de Versailles. La France entière commença à fonctionner comme une extension de la psyché narcissique du roi. Des villes entières furent redessinées pour créer des perspectives culminant sur ses statuts. Des lois furent créées non pas sur la base de la justice, mais sur la manière dont elles pouvaient glorifier son règne. L'économie française fut structurée pour financer non seulement le gouvernement, mais le besoin insatiable du roi d'être magnifié. Le résultat fut une nation entière fonctionnant comme un système de soutien pour un seul ego hypertrophié. Si vous reconnaissez des scénarios familiers dans ce récit, si vous reconnaissez des dynamiques que vous observez dans la politique contemporaine ou chez des leaders modernes, abonnez-vous à notre chaîne. Nous continuons à explorer comment les troubles mentaux de figures historiques ont façonné notre civilisation de manière que nous comprenons rarement pleinement. Ce qui rend le cas de Louis XIV particulièrement troublant, c'est la manière dont sa pathologie s'est manifestée dans la guerre. Il ne livra pas des guerres uniquement pour le territoire ou les ressources, il livra des guerres parce que les conflits militaires étaient le plus grand théâtre possible pour sa grandeur. La guerre de la Ligue d'Augsbourg ne fut pas menée pour des raisons stratégiques cohérentes, elle fut menée parce que Louis avait besoin du drame d'être un roi guerrier. Des centaines de milliers de Français moururent non pas en défendant la France, mais en alimentant le fantasme narcissique d'un homme qui confondait ses désirs personnels avec les besoins nationaux. Ces généraux, dans des correspondances privées, décrivaient des réunions stratégiques où Louis ne discutait pas de tactique militaire, mais de scénarios où il pouvait apparaître héroïquement. Le maréchal de Turenne écrivit «
Sa Majesté semble plus intéressée par la façon dont l'histoire se souviendra de cette bataille que par la façon de la gagner. Des soldats français furent envoyés mourir dans des formations esthétiquement impressionnantes mais militairement suicidaires, parce que Louis voulait que ces victoires soient visuellement magnifiques pour les artistes de la cour qui les immortaliseraient. La construction de Versailles, souvent romantisée comme un symbole de la grandeur française, se révèle sous cet angle comme quelque chose de beaucoup plus sinistre, un asile psychiatrique conçu pour un seul patient. Le palais coûtait environ 25% du budget annuel de la France pendant des décennies, non pas parce qu'il était nécessaire au gouvernement, mais parce que Louis avait besoin d'un décor physique correspondant à son autoperception grandiose. Des milliers de travailleurs mourirent pendant la construction, non pas à cause d'accidents inévitables, mais parce que Louis exigeait que le travail se poursuive indépendamment du climat, de la saison ou des conditions de sécurité. Son besoin de voir le palais achevé était plus important que les vies humaines nécessaires à sa construction. L'aspect le plus troublant de la pathologie de Louis XIV apparaît lorsque nous examinons ses relations personnelles. Il n'avait pas d'amis, il avait des fournisseurs d'adoration. Il n'avait pas d'amants, il avait des objets qui confirmaient son irrésistibilité. Ses relations avec les femmes furent particulièrement révélatrices. Il les traitait comme des trophées vivants, les collectionnant non pas par affection ou passion, mais comme une preuve de sa propre magnificence. Madame de Montespan, sa maîtresse la plus célèbre, décrivit dans des lettres confidentielles comment il faisait l'amour comme s'il était observé par une foule invisible, comme si même ses moments intimes étaient des performances pour un public imaginaire. Marie-Thérèse, son épouse, subit des décennies d'humiliation psychologique, non pas parce que Louis était infidèle, mais parce qu'il était incapable de la voir comme une personne. Pour lui, elle n'était qu'un objet dynastique, une pièce de porcelaine royale qui existait pour valider son importance. Lorsqu'elle mourut en 1683, Louis ne manifesta pas de tristesse sincère. Il manifesta de l'irritation parce que sa mort interrompit temporairement le flux d'attention qu'il recevait. Les courtisans rapportèrent qu'il semblait plus préoccupé par la façon dont son veuvage le ferait paraître aux autres que par la perte de sa compagne de vie. Ses enfants subirent peut-être le sort le plus cruel de tous. Louis ne les voyait pas comme des êtres humains indépendants, mais comme des extensions de lui-même. Le grand dauphin, son héritier, développa une personnalité complètement passive, incapable de prendre des décisions indépendantes, parce qu'il avait été conditionné dès l'enfance à exister uniquement comme un reflet de son père. Des lettres du prince révèlent un homme psychologiquement dévasté. Je ne sais pas qui je suis lorsque je ne suis pas en présence du roi. Je semble exister seulement lorsqu'il me regarde. Lorsque je suis seul, j'ai l'impression de disparaître. La cour de Versailles, un laboratoire psychologique. La cour de Versailles est devenue un laboratoire psychologique où Louis XIV expérimentait des techniques de manipulation que nous reconnaissons aujourd'hui comme des formes de perversion narcissique systémique. Il attisait des rivalités artificielles entre courtisans, non pas par nécessité politique, mais parce que le drame qui en résultait le plaçait au centre de toutes les attentions. Des familles entières furent détruites par des jeux psychologiques orchestrés par le roi, qui observait les conséquences comme un divertissement personnel. Le marquis de Dangeau, observateur perspicace de la cour, a consigné dans ses journaux « Le roi semble se nourrir de la souffrance des autres, non pas de façon cruelle, mais d'une manière plus effrayante, comme si le drame émotionnel autour de lui était nécessaire à sa survie psychologique. Il crée des conflits non pas par méchanceté, mais parce qu'il a besoin d'être au centre de toutes les tempêtes émotionnelles. » Ce besoin pathologique de drame expliquait sa relation avec la religion. Louis n'était pas véritablement religieux, il était religieux de manière narcissique. Sa foi était entièrement centrée sur lui-même. Dieu existait pour valider sa grandeur, non pour être adoré indépendamment. Lorsqu'il révoqua l'édit de Nantes en 1685, chassant les protestants de France, ce ne fut pas par conviction théologique, mais parce qu'il avait besoin d'une démonstration spectaculaire de son pouvoir absolu. Des centaines de milliers de Français protestants ont fui le pays, emportant avec eux des connaissances, des compétences et des richesses qui ont affaibli la France de manière permanente. Mais Louis était psychologiquement incapable de voir au-delà de son propre besoin de démontrer une autorité divine.
Ce qui rend cet épisode particulièrement révélateur, c'est la manière dont il a réagi aux conséquences économiques de l'expulsion des protestants. Lorsque des ministres ont tenté d'expliquer les dommages économiques, Louis n'a montré aucun intérêt pour les faits, mais il s'est irrité parce qu'il suggérait que sa décision avait été erronée. Pour un esprit narcissique, la possibilité d'erreur est psychologiquement intolérable. Il est plus facile d'ignorer la réalité que d'admettre une imperfection. Ces ministres ont développé des techniques élaborées pour communiquer des mauvaises nouvelles sans contester directement son autoperception grandiose. Le ministre des Finances, dans des lettres privées, a décrit comment il devait traduire les rapports économiques dans un langage qui ne blesserait pas l'ego royal. Je ne peux pas dire que nous sommes ruinés, je dois dire que nos ennemis nous ont forcés à des dépenses héroïques. Je ne peux pas dire que ces décisions étaient incorrectes, je dois dire que des circonstances imprévues ont perturbé ces plans géniaux. Cette dynamique a créé un gouvernement fonctionnellement délirant. Les décisions politiques étaient prises non pas sur la base de la réalité, mais sur la manière dont elles pouvaient être présentées pour maintenir intacte l'auto-perception du roi. La France a progressivement perdu le contact avec la réalité, gouvernée par des rators filtrés à travers le besoin de protéger la fragilité psychologique d'un seul homme. L'aspect le plus troublant du narcissisme de Louis XIV était sa capacité à contaminer les autres avec sa pathologie. Versailles fonctionnait comme un virus psychologique qui infectait les visiteurs avec le besoin de magnifier le roi. Des diplomates étrangers, initialement sceptiques, sortaient souvent des audiences royales convaincus d'avoir rencontré un être semi-divin. Il ne s'agissait pas d'un charisme normal, c'était une forme de contagion psychologique où la force de la conviction narcissique du roi surpassait temporairement la réalité perceptive des autres. La duchesse d'Orléans, allemande pragmatique, initialement résistante au culte royal, a écrit après 1 an à Versailles « Je commence à croire qu'il est peut-être vraiment différent des autres hommes. Je ne peux pas expliquer autrement pourquoi je ressens ce besoin de lui plaire, même lorsque je sais qu'il a tort. C'est comme si sa conviction d'être spécial était plus forte que ma certitude qu'il ne l'est pas. » Cette capacité à altérer la perception de la réalité des autres a créé un royaume entier fonctionnant sous une sorte d'hypnose collective. Ce n'était pas seulement la peur qui maintenait les gens soumis, c'était une altération véritable de la perception, où la grandeur illusoire du roi devenait temporairement réelle pour ceux qui étaient en sa présence. Les conséquences de cette dynamique se sont manifestées de manière la plus dramatique pendant les dernières années de son règne. À mesure que Louis vieillissait, son besoin de confirmation extérieure s'est intensifié de façon exponentielle. Il a commencé à exiger des cérémonies de plus en plus élaborées, non pas parce qu'elles étaient nécessaires au gouvernement, mais parce qu'il avait besoin de doses croissantes d'adoration pour maintenir sa santé mentale. Le protocole de Versailles est devenu si complexe que les courtisans passaient des heures à se préparer pour des rencontres de quelques minutes, non pas par souci d'efficacité gouvernementale, mais pour nourrir la faim narcissique du roi. Pendant la guerre de succession d'Espagne, alors que la France était littéralement ruinée et que les soldats français mouraient de faim, Louis insistait pour maintenir le luxe de Versailles inchangé. Lorsque des ministres ont suggéré des réductions de dépenses au palais, il a répondu par une phrase qui résume parfaitement sa pathologie « La France peut avoir faim, mais le roi ne peut pas paraître pauvre ». Pour lui, l'apparence de grandeur était plus importante que la survie nationale. Ces dernières années ont été marquées par une intensification troublante de tous ces symptômes narcissiques. À mesure que son corps vieillissait, son esprit est devenu encore plus dépendant de la validation extérieure. Il a commencé à exiger que les médecins confirment publiquement que sa santé était miraculeuse pour son âge, non parce que c'était vrai, mais parce qu'il avait besoin que même sa décadence physique soit perçue comme exceptionnelle. L'épisode le plus révélateur de sa pathologie s'est produit en 1714, lorsque la gangrène a commencé à consumer sa jambe. Les médecins ont recommandé une amputation, mais Louis a refusé, non pas par peur de la chirurgie, mais parce qu'un dieu ne peut pas être mutilé. Il a préféré mourir avec le corps intact plutôt que de vivre avec une imperfection physique qui contredisait son auto-perception divine. Pendant des semaines, il endura des douleurs atroces, non par héroïsme, mais parce qu'admettre qu'il avait besoin d'une amputation, c'était admettre qu'il n'était pas différent des autres hommes. Les derniers mois de la vie de Louis XIV ont été un spectacle grotesque où son besoin d'adoration est devenu littéralement plus fort que son instinct de survie.
Même alors que la gangrène se propageait, il continuait à exiger des audiences publiques où les courtisans étaient forcés d'assister à sa décomposition physique tout en feignant de voir encore la divinité au lieu de la mortalité. Le règne de Louis XIV, une étude de cas en mégalomanie. Le duc de Saint-Simon a consigné l'une des scènes les plus troublantes de l'histoire royale. Le roi, la jambe noire et fétide, continuait à recevoir des courtisans qui étaient obligés de s'incliner devant l'odeur de la mort. Il semblait tirer plaisir de sa propre agonie, comme si même sa mort était une performance pour un public captif. Durant ces dernières semaines, Louis développa une obsession pour ses funérailles et la manière dont il serait célébré. Il dicta des instructions détaillées sur la présentation de son corps, la réaction des courtisans à sa mort et même les expressions faciales appropriées pendant le deuil. Même mort, il voulait contrôler les réactions émotionnelles des autres. Lorsqu'il mourut finalement le 1er septembre 1715, après 72 ans de vie et 54 ans de règne, ses derniers mots furent « Je m'en vais, mais l'État demeure ». Mais ce ne fut pas une déclaration d'homme d'État, c'était la dernière fantaisie narcissique d'un homme qui, jusqu'au bout, ne parvenait pas à se distinguer de la France. La réaction à sa mort révéla le véritable état psychologique de la nation qu'il avait gouvernée. Au lieu d'un deuil véritable, il y eut une sorte d'éveil collectif, comme si un sort avait été rompu. Des personnes qui avaient passé des décennies à l'adorer se demandèrent soudainement pourquoi. Les funérailles elles-mêmes furent un événement bizarre où les courtisans qui avaient vécu entièrement pour son approbation ne savaient plus comment se comporter sans sa présence dominante. Ce que Louis XIV laissa à la France ne fut pas une grandeur durable, mais une nation psychologiquement traumatisée. Le système politique qu'il avait créé, où tout dépendait de la volonté d'un seul homme, s'effondra immédiatement après sa mort. Ses successeurs, conditionnés à être des extensions de sa personnalité, furent incapables de gouverner indépendamment. La France mit des années à se remettre, non seulement économiquement, mais aussi psychologiquement, de son règne. Son véritable héritage ne fut pas ses conquêtes militaires ou ses monuments architecturaux, mais la démonstration effrayante de la manière dont un trouble mental unique peut fausser toute une civilisation. L'absolutisme de Louis XIV ne fut pas simplement un système politique autoritaire, ce fut la manifestation collective d'une pathologie individuelle qui réussit à se répliquer à travers toute une société. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est la manière dont son modèle de pouvoir narcissique est devenu un modèle pour les futurs tyrans. La technique consistant à créer une dépendance psychologique, au lieu de simplement imposer la peur, a utilisé l'arme de la nécessité humaine d'admiration et d'appartenance, a transformé le gouvernement en théâtre psychologique. Toutes ces stratégies peuvent être tracées jusqu'à Versailles. Lorsque l'on regarde Louis XIV, non pas à travers la lentille romancée de la grandeur royale, mais à travers le prisme de la psychologie moderne, nous voyons quelque chose de bien plus effrayant qu'un roi autocratique. Nous voyons une étude de cas sur la manière dont des troubles mentaux non traités peuvent s'amplifier par le pouvoir jusqu'à devenir des forces historiques qui façonnent le destin de nations entières. La véritable tragédie ne fut pas seulement que Louis XIV était un narcissique pathologique, mais qu'il vivait à une époque et dans une position où cette pathologie put se manifester à une échelle civilisationnelle. Son besoin personnel d'adoration devant l'organisation politique d'un empire. Son incapacité à distinguer la fantaisie de la réalité devint la base de la politique étrangère française. Sa feinte émotionnelle insatiable devint la force économique qui épuisa la richesse d'une nation. Versailles demeure aujourd'hui non pas comme un monument au pouvoir royal, mais comme un souvenir architectural que les plus grandes monstruosités de l'histoire se drapent souvent des habits de la magnificence. Et peut-être que la leçon la plus effrayante de toutes est que, même en le sachant, nous sommes toujours capables d'être séduits par la même illusion qui a détruit la France de Louis XIV. La croyance que certains hommes sont différents des autres, que certaines personnes méritent l'adoration, que la grandeur théâtrale peut remplacer l'humanité véritable. L'horreur véritable de Louis XIV ne résidait pas dans sa cruauté, mais dans sa capacité à faire paraître sa pathologie divine. Et c'est cette capacité à transformer un trouble mental en système de gouvernement, à faire paraître la maladie comme la santé, à convertir la destruction en spectacle, qui fait de son histoire non seulement un récit historique, mais un avertissement sur les dangers éternels qui résident dans les profondeurs de la psyché humaine lorsqu'ils sont amplifiés par le pouvoir absolu.